Ben, merci Pierre-Yves, hein, qui est sympa quand même. Et c'est pas la première fois. Du coup, évidemment, ça met la pression. Je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. C'est un compliment, ni même de la provocation que je suis censé faire ce soir. En fait, ça ne sera pas forcément extrêmement provocateur. Hein. Mais merci donc, de m'accueillir, merci d'être là. Sur un sujet, ouais, vachement estival, très gai et psautier. Donc, comme a dit Pierre-Yves, dès qu'on peut rattacher une réalité institutionnelle ou politique ou idéologique à l'astre noir du nazisme, donc, qui est le centre du XXe siècle au niveau anti-modèle, à raison bien sûr, eh bien, on est certain, c'est ce qu'on appelle un point Godwin, hein, mais on est certain d'avoir définitivement déconsidéré le sujet, en fait. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un espace post-national, post-souveraineté, post-étatique. Et il est bien évident que pour légitimer cet état de fait, il est fort pratique de pouvoir le rattacher conceptuellement, historiquement, idéologiquement au nazisme. Et évidemment, on l'a fait, c'est-à-dire que on est censé, avec ce qu'on appelle la construction européenne, qu'on peut également considérer comme une déconstruction plus ou moins européenne. Il y a beaucoup de novlangues dans notre univers. Donc, il faut savoir inverser des fois un petit peu les choses de manière réflexe. Donc, en tout cas, on a présenté la construction, ce qu'on appelle la construction européenne, comme la réponse au traumatisme du nazisme, enfin, de la Seconde Guerre mondiale en général et du nazisme en particulier, qui venait, semble-t-il, déconsidérer définitivement le fait étatique, la souveraineté et le fait national, et ce qui relie les deux, ce qu'on appelle l'État-nation. Donc, si on arrive à présenter le Reich nazi comme une forme tératologique, monstrueuse, de l'État-nation, et comme en réalité sa vérité, hein, comme il y en a qui s'exercent à la pensée aux limites, et bien voilà, c'est facile. Nous avons un exemple idéal typique avec le nazisme de la pente logique, presque historique, étatique et nationale, et les deux réunis, ben voilà, la forme tératologique, classique, quasiment désormais scolaire, hein, si on le met dans le manuel d'ailleurs, eh bien c'est l'expérience nazie. Alors, quand des événements si traumatisants, encore une fois, à raison, hein, bon, je sais que, enfin, je veux dire, si je continue, je vais vraiment choquer personne. Ça va plus être marrant, quoi, mais je veux dire, c'est évidemment que c'est traumatisant à raison, quoi. Mais avant de s'en servir pour déconsidérer des faits massifs, institutionnels et politiques, il faut quand même s'interroger 2 secondes sur la nature du monstre. Est-ce que le Reich nazi est une forme tératologique de l'État et de la nation, et de l'État-nation? Bah, ce terrain a été relativement labouré, en fait. Hein. Dès 1941, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a Franz Neumann qui écrit Belmoth, et dans son étude sur la structure des pouvoirs nazis, il établit que c'est un pouvoir de nature polycratique. On verra plus loin ce qu'on veut dire par là et ce qu'il en est. En tout cas,
sur la base du fait qu'après avoir étudié de l'intérieur, hein, et là, quand il écrit de l'extérieur, il valait mieux pour lui, de ce qu'était la structure des pouvoirs nazis, eh bien, il dit c'est quand même une drôle de construction au niveau chaîne de pouvoir, chaîne de décision, structure plus ou moins instituée. Ben, on va le voir un peu plus dans le détail. Donc, je ne déflore pas trop le sujet, mais en tout cas, toutes ces constatations lui fait dire que, en réalité, c'est pas un super Léviathan, le pouvoir nazi. C'est plutôt Behemoth. Donc, c'est-à-dire l'inverse, c'est-à-dire la guerre civile. La guerre de tous contre tous, y compris dans les pouvoirs nazis. C'est-à-dire c'est une concurrence de pouvoirs non correctement institutionnalisés, non rigidifiés, non publicisés même, tout à fait para-étatique, avec une méfiance théorisée vis-à-vis de la fonction publique, du droit et des structures étatiques, et avec des tas de discours et surtout de pratiques qui essayent, en réalité, si on voulait être justement un tout petit peu provocateur, on pourrait dire que un des soucis des nazis au pouvoir, et d'Hitler en particulier, c'est de transcender l'État et, on le verra plus loin, de transcender la nation. Alors le mot transcender est peut-être pas très adapté, mais dépasser, oui, ça certainement. Et parce qu'en réalité, on va le voir, ça ne se coule pas très bien dans les logiques nazies. La fonction publique, le droit, les institutions publiques, la structure étatique hiérarchisée, avec son esprit de corps, etc., par rapport et à l'idéologie et à la pratique du pouvoir de ces gens-là, en réalité, c'est plutôt l'huile et le vinaigre. Hein. Et il l'affirme. Il l'affirme et il le réalise. Donc Franz Neumann, je le dis parce qu'en réalité, bon là tout à l'heure Pierre-Yves a dit qu'en réalité le sujet n'avait pas été tellement gratté. Je ne sais pas si on peut dire ça, parce qu'en réalité il a été. C'est juste qu'est-ce qu'on en a fait et qui l'a relevé. Mais ça a été fait. Donc dès 1941, Franz Neumann écrit qu'on ne peut pas parler d'État nazi. C'est Franz Neumann qui le dit dans les notes. D'ailleurs son titre c'est ça en fait. Hein. Les notes c'est l'anti-Léviathan. Alors, Léviathan, c'est Thomas Hobbes, hein, je veux dire, donc c'est-à-dire la structure publique qui monopolise tout le pouvoir de coercition des institutions, l'agrégeant dans une structure unifiée, afin d'imposer un cadre auquel nul ne peut échapper, qui permet que ce ne soit pas la guerre civile, en fait. Ce ne soit pas la guerre de tous contre tous. Donc Behemoth, c'est la guerre de tous contre tous, et le Léviathan, c'est l'État souverain. Donc s'il intitule en 1941, il est dit en 1944, enfin je veux dire il est écrit en 1941, s'il intitule Behemoth, c'est parce que justement il explique ce n'est pas un État. C'est un Reich, hein, entre parenthèses. C'est le troisième. La logique impériale, par définition en fait, presque par construction, est peu étatique. Quand vous décidez que l'extérieur de votre surface institutionnelle est à géométrie variable et n'est pas fixé en fait, et que votre pouvoir intérieur n'est pas l'essentiel. Hein. Vous pouvez avoir différentes sortes de pouvoirs imbriqués à l'intérieur de votre espace institutionnel, mais à la limite, ce qui importe plus, c'est sa surface extérieure, qui, elle, n'est pas limitée. Hein.
Donc une logique impériale, c'est un petit peu l'inverse d'une souveraineté territoriale, qui, elle, accepte de se limiter au niveau de ses structures extérieures, de ce qu'elle reconnaît comme son extérieur, afin de pouvoir concentrer à l'intérieur, cette fois-ci, sa capacité d'organisation. Et ce qu'elle va pouvoir faire en profondeur. Elle va pouvoir le faire d'autant plus en profondeur qu'elle s'est limitée au niveau de sa surface extérieure. C'est une souveraineté territoriale. Le concept de monarchie territoriale est un concept innovant. Ça n'existait pas avant le XIIe et le XIIIe siècle. La monarchie existait, c'est vieux comme le monde. Enfin, non, mais en tout cas, c'est vieux. Mais la monarchie territoriale, donc, qui accepte de se définir juridiquement et géographiquement, ça, c'est une nouveauté. Et c'est une nouveauté qui est privilégiée par l'Église, mais en particulier la papauté, parce que justement, elle se méfie de l'Empire, qui a des vues universelles et qui concurrence son propre pouvoir. Tandis que les monarchies territoriales, qui acceptent finalement d'être circonscrites et limitées et divisées, lui semblent tout de même un peu plus rassurants que les prétentions impériales. Donc elle va soutenir les monarchies territoriales et elle va combattre l'Empire. C'est une vieille bataille, hein. On sait que ça va affaiblir les deux en réalité. Et qui va en profiter? Les monarchies territoriales. Et les monarchies territoriales n'ont pas la même logique symbolique et la même logique pratique et la même logique institutionnelle. Donc, si les nazis se réemparent du concept impérial, on peut déjà se douter que alors, il y a des raisons différentes, mais sur un conjoncturel également, sur une histoire beaucoup plus courte, qui explique qu'il les fait. Mais également, ils s'inscrivent également dans le temps long. Et même la logique interne de leur propre projet, on comprend bien qu'elle est infiniment plus impériale qu'étatique, dans le sens souveraineté territoriale. Je veux dire que ça tombe sous le sens, en fait, une fois qu'on pose le problème dans ces termes-là. Donc, Franz Neumann dit non, on ne peut pas dire État nazi, c'est un oxymore en fait. On peut parler de Reich nazi, mais parler d'État nazi, c'est un petit peu une contradiction dans les termes. Alors, sa remarque, c'est lu, hein, beaucoup de gens le lisent, trouvent que c'est un peu contre-intuitif. Dès l'époque, c'est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que parce que dès les années 20, avec Carl Schmitt, puis après beaucoup d'autres, et les années 30, et donc les années 40, on réfléchit sur le concept d'état total. Là, je pense qu'on n'aura pas le temps de réfléchir là. Je pourrais vite me disperser, donc on ne va pas réfléchir sur la manière dont Carl Schmitt pose ce problème, parce qu'en réalité, ça pourrait créer des tas de quiproquos par rapport à ce dont on parle. Mais si on commence à parler de totalitarisme, d'état total, d'état fort, etc., c'est... quand même, en gros, pour ne pas parler complètement dans le vide, on le dit parce qu'à partir du moment où l'État commence à s'emparer des questions économiques et sociales, il y a toute une catégorie de la population qui commence à dire « Ah non, l'État ne doit pas s'occuper de ces choses-là. Hein, il doit s'occuper de l'ordre intérieur et de l'ordre extérieur, mais il ne doit pas s'occuper de la société civile. Hein. Donc, sinon, c'est un État qui commence à être... ubiquitaire et dangereux pour la liberté de la société civile. Et donc, il nous faut un État fort pour dépolitiser l'intervention de l'État.
Donc il y a déjà ces réflexions-là. Et donc, quand les gens voient la structure du pouvoir nazi démarrer une économie de guerre, devenir ultra-interventionniste au niveau de la société allemande, et de s'emparer de toute une série de sujets, eh bien, il y en a déjà qui commencent à raccorder ce genre de remarques à la réalité présente. Et donc, quand Franz Neumann explique que ah non, on ne peut pas parler d'État nazi, c'est déjà contre-intuitif. C'est déjà contre-intuitif. C'est-à-dire, c'est pas un hasard d'ailleurs si Franz Neumann le présente comme ça. C'est parce qu'il sent très bien qu'il va y avoir un quiproquo sur la manière d'interpréter ce qui vient de se passer. Ce qui est en train de se passer, parce qu'en 41, quand il écrit, c'est toujours en train de se passer. Et c'est peu détendu d'être ça. Donc, c'était déjà contre-intuitif. Mais on était déjà en capacité de faire la remarque. Alors après, on arrive en 1969. Il y a Martin Brozas là, qui écrit l'État hitlérien en 1969 et qui commence à réfléchir sur la manière dont le pouvoir nazi est organisé et qui commence à développer les remarques de Franz Neumann. Et il dit, bah oui, alors, bon, vous me direz, bah, il intitule son livre à l'État hitlérien. Alors, mais bon, il faut le lire pour comprendre qu'en réalité, peut-être que le titre est relativement malheureux par rapport à son propre contenu. Encore faut-il le lire. Donc, quand il décrit la structure tout à fait étonnante des pouvoirs nazis, c'est étonnant même du point de vue de l'efficacité. On se dit, bah, les nazis, c'est pas du genre, je veux dire, c'est pas un club de Gaston Lagaffe. Hein, ça a l'air de pas rigoler au niveau de la chaîne de pouvoir et de la manière dont les ordres sont disséminés, réalisés. Ça semble une machine de guerre, hein, et ça s'en est une. Et donc on se dit, bah, les rouages doivent être bien huilés, ça doit. Et puis c'est allemand, hein, donc c'est qualité allemande. Hein, donc on a l'impression que ça va être super efficace. Là, quand on regarde ce qui s'est passé, ce qui se passe pour les contemporains et comment la chaîne de pouvoir est organisée, on se dit, bah, c'est un petit peu étonnant d'avoir de ne pas avoir une soirée encore plus dans les grandes largeurs quand on organise le pouvoir de cette manière. Hein. Parce que la manière dont il était organisé, alors que bien, c'est quand même pas un scoop de savoir que les Allemands sont relativement disciplinés, et que donc ils sont capables de se couler de manière extrêmement efficace dans une chaîne de commandement particulière, mais sauf chaîne de commandement, mais laquelle? Et qui décide de quoi? Où sont les pilotes dans l'avion en fait? À qui doit-on obéir? Et d'ailleurs, quel ordre est-il donné en fait? Eh bien, on s'aperçoit que c'est très, très complexe. C'est chaotique en fait. Et c'est véritablement polycratique. Hein, alors, on parle de polycratie, on parle de polyarchie. Donc, normalement, quand on arrive sur le stade polyarchie, c'est qu'on a commencé à institutionnaliser le fait qu'il y a plusieurs sources de pouvoir. Et les nazis ne sont jamais arrivés à la polyarchie parce qu'ils en sont restés au stade polycratique, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas essayé d'institutionnaliser le fait qu'il y avait plusieurs sources de pouvoir. Il y a plusieurs sources de pouvoir parce que ce sont également des innovateurs en termes de ce qu'on appelle des institutions indépendantes. Là, on n'arrête pas de parler d'institutions indépendantes, les banques centrales, toutes les structures qui se posent un petit peu entières et en dehors de l'État pour arbitrer des grandes questions. On se dit, ah ben si c'est indépendant de l'État, ça va être plus sérieux, hein, ça va être moins politisé, donc ça va être plus efficace certainement, quoi. Eh bien, c'est ce que se disent les nazis aussi, alors évidemment pour des raisons très différentes en fait. Eux, ils se disent, si c'est une structure étatique qui se coule dans la logique de la fonction publique, eh bien, ça va être légicentrique. Et il y aura un esprit de corps, celui de la fonction publique, qui est très fort et pas comprusse. Donc, ces gens-là vont nous opposer le droit
en ce qu'on leur demande de faire. Il n'en est pas question. Et ils vont même plus loin, c'est-à-dire que Hitler fait plusieurs fois la remarque qu'il est hors de question qu'on lui oppose sa propre parole à ce qu'il intime de faire. Si on lui répond, ah oui, mais vous avez dit il y a 2 ans il s'en fiche de ce qu'il a dit il y a 2 ans. C'est ce qu'il dit maintenant, en fait, qui doit être exécuté, et tout de suite. Et de manière personnelle, d'ailleurs. Hein. Ce sont des relations personnelles qu'il établit. Non publiques. Les ordres sont, la plupart du temps, le gouvernement ne se réunit plus hein, à partir de 1938. Il n'y a plus de réunion gouvernementale. Il n'y a plus de publicité des décisions. Il y a des gens qui se demandent même quelles sont les décisions, en fait. Ils doivent interroger les cercles proches du pouvoir, qui sont extrêmement filtrés, hein, pour approcher Hitler. C'est un plan quinquennal. Donc il faut être bien introduit avec toute la garde rapprochée qui filtre, y compris avec les gens qui sont censés décider, hein, dans une structure qui semble, vue de très loin, hiérarchique, mais vue de près, en réalité, donc, polycratique, avec des institutions indépendantes, des institutions non étatiques, le parti nazi, le NDCAP, c'est pas une structure étatique, hein, c'est une structure privée. Et elle prend énormément d'importance, mais c'est pas l'État. Les SA, c'est pas la Wehrmacht. La Wehrmacht, c'est une structure d'État. Et les nazis se méfient de la Wehrmacht. Et ils la doublent. Ils doublent tout, de toute façon. Et des fois, ils triplent. Donc, une jeune n'y retrouverait pas ses petits, en fait. On ne sait pas qui a décidé quand, quoi. Et il faut se prévaloir il faut interpréter. Hitler donne des ordres très généraux. Alors, il les dit de manière extrêmement vive et de manière avec un style extrêmement autoritaire. Vous êtes au courant. Mais c'est vague. Ce sont des choses très vagues qu'il dit en public. Concrètement, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit d'appliquer un ordre vague. Il faut quand même l'appliquer concrètement. Donc, quand on doit l'appliquer concrètement, des tas de questions se posent en série. Alors, qui va les arbitrer? Certainement pas Hitler. Hein. Il ne s'en mêle pas. Ce ne sont pas ses oignons. Donc ils doivent se débrouiller. Donc, de quelle manière? Comment ça va être arbitré? Comment ils vont pouvoir se protéger? Parce que, évidemment, l'environnement, c'est pas tellement bisounours. Donc, je veux dire, ils risquent gros, en fait. Hein, non seulement à échouer, ou d'avoir mal compris ce qu'il s'agissait de faire. Donc, je veux dire, ce sont des gens quand même qui sont pas complètement à l'aise pour voir. La structure fédérale n'est même plus respectée, c'est-à-dire que les lenders n'ont quasiment plus de pouvoir. Ce sont les Gauleiters, ils s'autorisent d'eux-mêmes pour toute une série d'actions concrètes. Bon. Mais il y a également donc, les gens du parti nazi qui eux-mêmes ont des responsabilités qui se recoupent. Hein, vous savez, si vous avez fait un peu de théorie des ensembles, vous vous apercevez que tout est c'est presque anarchique en réalité. Donc c'est très compliqué de savoir comment commander dans un espace nazi. Donc ça, c'est sur le volet étatique. Qu'est-ce que c'est qu'une logique étatique par rapport à cette espèce de chose difficile à saisir, qui est la structure du pouvoir nazi? C'est presque l'inverse en réalité. Hein. C'est-à-dire que pour que ce soit étatique, donc basé sur le concept de souveraineté territoriale, c'est légicentrique.
C'est-à-dire que c'est une structure emboîtée d'institutions publiques dont la répartition des pouvoirs est inscrite dans une logique constitutionnelle, quand il n'y a pas de constitution écrite, de loi coutumière, qui justement organise la répartition du pouvoir, organise les chaînes hiérarchiques, publicise non seulement la chaîne de commandement, mais les décisions elles-mêmes, pour que tout le monde est censé connaître la loi. Pour qu'elle ait un efficace institutionnel, encore faut-il la connaître. Et que tout le monde se mette d'accord sur ce qu'il s'agit de faire. Alors après, pour des cas d'application délicats, on a des juges, on a un conseil d'État, etc., qui va arbitrer, et qui va arbitrer selon des logiques légales et juridiques, publiques. Et puis, il va y avoir un esprit de fonction publique. On le reproche d'ailleurs à l'État. C'est-à-dire que c'est une espèce de royaume dans le royaume, au bout d'un moment, la fonction publique. Tout le monde sait que les politiques suivent, mais l'administration reste. Et donc, l'esprit de corps qu'il y a dans l'administration et dans la fonction publique a sa propre inertie, a sa propre logique, a sa propre esprit possède son propre esprit de continuité et se fonde sur une manière de penser et d'agir juridique, profondément juridique et profondément institutionnalisée. Donc, alors on peut reprocher des tas de choses à l'État, généralement on ne s'en prive pas, mais par exemple l'esprit bureaucratique, l'esprit rond de cuir, Kafka, c'est ce que reprochent d'ailleurs les nazis à l'État. Ce sont les premiers à le dire. L'esprit rond de cuir, c'est pas leur truc. Hein. Et l'esprit de corps sur une base légale, c'est vraiment pas leur truc. La loi du sang, il biologise le commandement, en fait. Donc, si on le naturalise, on délégifère. Mais si c'est plus une logique juridique, juridico-institutionnelle, ou voilà, au niveau même des logiques symboliques, en fait, si c'est censé... si, en fait, le pouvoir lui-même du Führer, en fait, c'est pas... On ne lui a pas dévolu un rôle public au Führer. Quelle est sa légitimité symbolique à lui? C'est parce qu'il exprime la loi du sang, celle de la race, en fait. C'est la voie de la logique raciale, celle du sang, en fait. Et il exprime au mieux, et avec le plus de force, ce vitalisme racial. Et c'est parce qu'il le fait, et c'est parce qu'on reconnaît qu'il le fait avec son charisme qui lui est propre, qu'il détient son autorité. Mais si, par contre, on commence à instiller dans cette logique symbolique de la loi, du droit et de l'institution, mais on contredit la logique symbolique de la nature de son pouvoir. C'est plus la loi du sang qu'il exprime, c'est la loi du courant. Et ça, c'est déjà plus contraignant, en fait. Hein. C'est beaucoup plus circonscrit. Et c'est absolument pas leur tournure d'esprit. Bon. Donc, si j'ai le temps, et si je n'épuise pas votre patience, on pourra voir un peu plus en détail, en fait, des exemples, et surtout qu'ils ne viennent pas de moi, parce que moi, je ne suis pas un historien. Je ne vous parle pas après avoir étudié très soigneusement les sources. Je vous parle d'après ce qu'on appelle les sources secondaires. Hein. Donc, des gens comme François Neumann, des gens comme Martin Brosade, mais également Yann Kershaw dans Qu'est-ce que le nazisme, mais également Philippe Burin dans Fascisme, nazisme, autoritarisme, qui est un recueil en fait d'articles qu'il a écrit en 2000.
mais également Édouard Husson, vous savez, qui a écrit un livre important sur Heydrich et sur la nature dont les décisions ont été prises, en fait. Tous ces gens-là donnent des détails extrêmement pointus, eux, cette fois-ci sur source, de la manière dont les ordres étaient émis, étaient transmis, et puis étaient appliqués. Et cette logique, vous le verrez si vous avez la patience d'étudier ces livres, vous apparaîtra comme particulièrement non étatique, en fait anti-étatique, incompatible avec la logique étatique. Et il restait un État dans le Reich nazi, mais alors Todd parle de catholicisme zombie. Il y avait un État zombie, en fait, dans le Reich nazi. Il y avait encore des structures étatiques. Hein. Il ne faut pas non plus dire l'inverse juste pour le plaisir, en fait. Ça n'a pas de sens. Il y avait encore des structures étatiques, mais elles étaient mises en chaos, en fait, hein, et minorisées sur le plan symbolique et sur le plan pratique. Ça fait beaucoup quand même. Après, la nation. Bon. Alors on se dit que, et d'une certaine manière, on peut le soutenir, hein, que le nazisme est une forme exacerbée de nationalisme. Alors, il y a une question qui préempte cette question. Ce n'est pas une régression à l'infini, on va s'arrêter rapidement. Mais est-ce que le nationalisme est la vérité de la nation, du concept de la nation? Ici, on est en France. Alors, on est censé être au courant qu'il y a des débats, vieux comme le 19e siècle, sur la définition politique de la nation versus la définition ethno-culturelle, ça c'est la manière sympa de le dire, et du nationalisme proprement dit. Mais s'il y a une différence de conception fondamentale, donc qui n'est pas radicale, hein, c'est juste, on a bien des racines communes à cette question-là. Et c'est vrai que vouloir séparer de manière trop absolue le fait national du nationalisme produit des contre-vérités. Et il n'en reste pas moins que ce sont l'appareil de logiques symboliques relativement distinctes. Avec d'ailleurs des illusions qui vont avec l'une comme l'autre. Mais sans vouloir trop rentrer dans les détails, en tout cas en première analyse, il faut déjà se souvenir qu'il y a ce vieux débat. La nation politique, celle d'Ernest Renan par exemple, qui évidemment prend réellement naissance à partir de la question de l'Alsace-Lorraine, bien sûr. Si les Alsaciens sont par définition allemands, parce que de sang allemand et de langue allemande, on n'a pas besoin de leur demander leur avis. Ils doivent faire partie d'une construction pan-germaniste. Ça tombe sous le sens. Si par contre on se pique de leur demander leur avis, ça veut dire, et qu'il n'est pas le bon goût de vouloir se reconnaître dans un pan-germanisme en construction, en chantier, ça ne va pas produire les mêmes résultats. C'est sur cette base-là que le débat, la polémique prend une tournure, se cristallise. Donc, il y a plein de manières de considérer la chose, en fait. Alors, les illusions qui vont avec le plébiscite de tous les jours à la Renan, c'est le constructivisme. C'est-à-dire, en fait, on peut faire peuple comme on veut, en fait.
Là, il y a un Américain qui débarque dans la Révolution française, il est pour la liberté, égalité, fraternité, c'est en français. Il n'y a pas de problème, il a la nationalité. Mais si après, il y a des gens qui débarquent, ouais, vos valeurs sont sympas, je peux voter. Je sais pas, on va voir. Donc, il y a un côté, il y a un côté légèrement utopique, qui n'est pas très fonctionnel à la longue. Laissons pour l'instant de côté ce genre d'ambiguïté ou d'illusion qui va avec d'illusions constructivistes et artificielles qui peuvent aller avec le concept du plébiscite de tous les jours. Et regardons du côté de ceux qui les contestent. Alors bon, c'est connu, au début, c'est ce qu'on appelle, mais même de manière non polémique, la pensée réactionnaire au sens propre, en fait. Hein. Donc, le Burke et les gens qu'on connaît par cœur, disent bah, le constructivisme produit des monstres. Et donc, il faut savoir se couler dans des logiques historiques. Si on ne veut pas rentrer trop dans les débats et les polémiques du début du XIXe siècle, on peut tout simplement se contenter d'une réflexion de bon sens, à savoir, il y a ce que les anglo-saxons appellent un effet de sillon. Les sociétés ne renaissent pas à chaque génération, ex nihilo. Il y a un effet de continuité. Donc, on ne peut pas considérer comme une page blanche juste parce qu'on a une idée géniale, universelle. Il n'y a qu'un faucon, on va l'appliquer, elle est super cette idée, et on va l'appliquer où partout, elle est universelle, donc il n'y a pas de problème. Et puis on fait une France napoléonienne, et puis l'Algérie est française. Donc voilà. Donc la remarque de bon sens qui dit alors il y a des raisons beaucoup plus intelligentes, hein, mais il y a déjà cette remarque de bon sens. Il y a des effets de continuité. C'est la naissance de la sociologie, entre parenthèses. La naissance de la sociologie, c'est de réfléchir sur la Révolution française et de se dire, est-ce qu'on peut créer un homme nouveau comme ça, en ayant des bonnes idées, réfléchissant comme ça, dans son fort intérieur, qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait? Je sais pas, moi, je dispose d'une raison. Les lumières sont passées par là, donc paf, on allume l'ampoule, on réfléchit hein, sur une base rationnelle, comment il faudrait procéder comme ça. Ok, on y va. Et on crée un homme nouveau. Ça marche pas, on a des surprises en chemin. Donc la sociologie, tout comme ce qu'on appelle techniquement les réactionnaires, rappelle, d'ailleurs Auguste Comte, hein, mais plein d'autres, hein, se disent peut-être qu'une société dispose d'une certaine inertie et qu'elle n'est pas une tache blanche. Et ce n'est pas qu'elle n'est pas transformable. Alors là, je saute les étapes, parce que c'est Durkheim en fait. Durkheim, qu'est-ce qu'il dit comme réflexion sociologique? Il dit, moi je suis socialiste. Alors, tous les goûts sont dans la nature, donc Durkheim, il est socialiste. Mais il dit, ok, je suis socialiste. Mais comme on se pique un peu de scientisme au XIXe siècle, c'est un peu la fin du XIXe siècle, mais le scientisme a quand même encore le vent en poupe. Et elle dit, peut-être que je suis socialiste, mais je suis un socialiste scientifique. Et en quoi peut-il se prétendre socialiste scientifique? Avec une part évidente de naïveté, mais également une part d'arguments, en fait. Où sont ces arguments? Ces arguments, à Durkheim, c'est de dire la société, d'abord, ce n'est pas un agrégat d'individus, c'est un agrégat à la fois, c'est comme un système symbolique et un système d'institutions emboîté. Finalement, la cellule de base d'une société, ce ne sont pas les individus, ce sont les institutions, en fait, les cellules de base d'une société. Et ça forme un système symbolique et pratique.
Et il étudie ce qu'il qualifie d'anomie, c'est-à-dire des gens qui, du fait des grands bouleversements qui travaillent la société, comme par exemple le fait qu'elle passe d'une société rurale à une société urbaine et industrielle, d'une société où la division du travail est fixée, en fait. Les corporations, le fait d'être paysan parce que son père est paysan, et d'être marin parce que son père est marin. Et quand on est artisan, ben, on n'est pas artisan en s'exprimant comme un artiste, mais c'est régi par des règles corporatives extrêmement fouillées et précises. Et on passe à une division du travail libre, hein, sur base de salariat, donc de marché du travail, tout aussi idéologique que soit cette conception, elle est en partie réalisée. Donc les gens peuvent choisir leur travail, donc peuvent se glisser dans une division du travail de plus en plus complexe sur la base de leur propre volonté. Et comment ça marche en pratique? Ça marche en pratique parce qu'il y a toute une série d'institutions emboîtées qui font en sorte d'organiser cette division du travail. Parce que si c'était selon les théories libérales, on s'apercevrait vite que ça ne fonctionne pas. Donc, Durkheim se pique de scientificité sur le fait qu'une société est rigoureusement organisée de manière institutionnelle et symbolique, qu'elle a une inertie très forte, et que ces dysfonctionnements doivent être analysés comme des dysfonctionnements au niveau de son système symbolique et au niveau de son organisation institutionnelle. Une fois qu'on repère ces dysfonctionnements et le fait qu'on ne va pas pouvoir faire l'inverse de ce qui la structure, ça serait évidemment totalement dysfonctionnel, les gens ne comprendraient même pas ce qu'on veut faire. Eh bien, il y a une marge de manœuvre à la fois pour qualifier ce pourquoi elle dysfonctionne et à la fois pour délimiter un périmètre où on va pouvoir réaliser des transformations. C'est pour ça qu'il continue d'être socialiste à cause de ça. Il y a bien un espace de transformation, nous pouvons agir sur ce qui nous semble causer ces dysfonctionnements, mais sans ce que les Grecs appellent l'hubris, sans croire qu'on va pouvoir faire un nouveau sur la base d'une page vierge. Je m'écarte un peu de notre sujet. Donc, revenons à nos amis nazis. Donc, on aura compris qu'ils sont peu durkheimiens. Et qui sont, eux, c'est plus Herder, mais Herder, je veux dire, par rapport à la suite, hein, je veux dire, on aimerait on aimerait bien qu'ils en soient restés à Herder. Hein. Donc, hélas, ils continuent sur leur propre pente, selon tout le 19e siècle. Et le pan-germanisme, c'est très bien, mais en quoi ça fait nation? Parce que des Allemands, au sens... Parlons même pas encore de race. Darwin n'est pas encore passé par là. On en reste sur une définition où là, le terme ethno-culturel est déjà un petit peu moins, on va dire, prudent, quoi, ou euphémisant. Oui, d'accord, il y a des gens qui parlent allemand. Alors, pour ceux qui ont étudié un petit peu Emmanuel Todd, oui, d'accord, ce sont des germaniques, c'est-à-dire que c'est au niveau anthropologique, c'est sur la famille dite autoritaire, hein, c'est-à-dire autorité du père sur plusieurs générations et inégalité de l'héritage, c'est-à-dire que l'héritage va à l'aîné. Et comme ça, le patrimoine rural d'une ferme ou d'un système économique n'est pas divisé au fur et à mesure des générations, ce qui permet de conserver la puissance de la famille sur plusieurs générations et son patrimoine, en fait, de ne pas diviser son patrimoine. Mais c'est pareil au niveau des savoir-faire, c'est pareil, etc. Il y a donc une logique qui correspond à la famille autoritaire, et c'est vrai que dans l'espace germanique, on retrouve ça. Mais d'ailleurs, on le retrouve aussi en partie en Scandinavie, on le retrouve partout où il y a des structures relativement germaniques. Mais, je veux dire, entre un Norvégien, un Danois, un Suisse allemand, un Autrichien, un Allemand de la Volga,
un Prussien et un Bavarois catholique, il y a des légères nuances, en fait. Hein. En quoi ça fait nation, en fait? Parce que si ça fait nation, il va falloir des institutions politiques correspondantes. Elles vont avoir un territoire d'application relativement complexe. Là. On parlait du bris tout à l'heure. Alors, si on veut réaliser une société moderne, c'est quoi une société moderne? C'est une société qui se politise. C'est-à-dire qui assume le fait que les institutions publiques vont pouvoir donner une forme consciente à la société présente et à sa suite. Et avec une division du travail à la Durkheim, c'est-à-dire très poussée, et pourtant qui fonctionne. Donc une société moderne doit assumer sa responsabilité collective sur la manière dont elle va instituer publiquement sa direction collective. Et si elle le fait sur un espace indéfini et extrêmement vaste, elle va faire que... Parce que l'État, moi j'aime beaucoup cette citation, je la resserre un petit peu systématiquement, je suis désolé, je le refais ici, c'est une unité d'action et d'effectuation. C'est plein de choses, un État, hein, mais c'est également une unité d'action et d'effectuation. C'est-à-dire que il y a un débat public sur la manière dont il va falloir modeler collectivement en fonction de la conjoncture, en fonction de ce qui semble correspondre aux intérêts de la société dont on fait partie. Il va falloir agir, en fait. Il y a de l'action à faire, il y a de l'action publique à réaliser. Et on ne peut pas y échapper, en fait. C'est notre responsabilité. Donc, on va devoir agir. Mais agir, c'est bien beau, mais déjà, il faut qu'il y ait une délibération, puisque tout le monde va être impliqué par ce choix. Une délibération avec l'action. Je ne sais pas des savants, c'est pas un colloque qui a 10 ans ou un siècle pour se déterminer sur à la fin, c'est là où il y aura un consensus. Dans l'action politique, on ne dispose pas de ce genre de timing. Donc il va falloir se décider là, concrètement, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Donc à la fin de la délibération, elle va devoir se traduire par une action. Déjà par un arbitrage. Cet arbitrage, pour qu'il prenne corps sur le réel, pour qu'il agisse réellement sur la société, encore faut-il qu'il y ait des instances d'effectuation. Et c'est pour ça qu'on a une administration, que je sache. Si on doit disposer d'une administration, c'est que les arbitrages doivent se réaliser. Donc, si on veut une société politique, il faut dire quel est son périmètre, où ça va se réaliser. Donc, si on a une administration qui doit aller des Allemands de la Volga jusqu'en Norvège et jusqu'en Bavière, ça va être compliqué quand même. Parce qu'ils ne sont pas imbriqués dans les mêmes relations sociales, ils ne sont même pas imbriqués dans les mêmes réalités économiques, culturelles. Ça va être très compliqué en réalité de procéder à des délibérations, à des arbitrages, mais ils en ont conscience. Hein, donc le pan-germanisme se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de cet espace? D'ailleurs, c'était l'obstacle sur lequel avait buté en permanence l'Empire, le premier Reich, l'Empire romain germanique, en fait. C'était tellement vaste qu'en réalité, c'était complètement dilué. Et dès qu'il voulait agir, ça se terminait en mode boudin, en fait, parce que ça partait dans tous les sens. Donc, finalement, il fallait reconnaître l'autorité de l'empereur. Une fois qu'on l'avait fait, finalement, on avait quasiment fini le boulot, en réalité. Donc, ce n'était pas une unité d'action et d'effectuation. Ce n'était pas du tout étatique. Et si les Allemands doivent... parce qu'ils sont heurtés par la Révolution française aussi, les Allemands, parce qu'il y a Napoléon qui arrive avec son code civil. Alors d'accord, Kant et Hegel, ils trouvent ça très bien que la raison acquiert des petites pattes et des mains et qu'elle produise un déterminisme actif. Là, c'était enthousiasmant. Mais à partir du moment où ils arrivent avec des armes et des valeurs qui ne sont pas les leurs, ils trouvent ça moins marrant en réalité. Donc finalement, ça commence à
les Québécois, ils disent à graffiner le gros nerf. Donc ça commence à leur graffiner le gros nerf. Et donc ils disent non, non, on va se débrouiller tout seul. Et alors ils commencent à réfléchir, on va se débrouiller tout seul, mais qui et où et c'est là où en fait ils ont du mal à répondre à la question. Donc ils partent sur une base, on est, qui est-on en fait on est allemand. Ok, mais c'est quoi être allemand c'est de parents allemands, c'est parler allemand. D'accord, mais là, par exemple, tu as des Polonais là, qui parlent allemand. Alors, c'est des Allemands? Oh, ben oui, s'ils arrêtent d'être Polonais. Donc, bon, ça, c'est Bismarck. Vous êtes d'accord, les Polonais, pour arrêter d'être Polonais. Hein bon. Ah bon? Ah ben, vous n'êtes pas allemand. Donc, du coup, être allemand, c'est pas parler allemand. Être allemand, c'est être allemand. Donc, c'est-à-dire avoir des parents allemands. Pas qui parlent allemand, qui sont allemands. Bon, il se trouve que quand ils commencent à tirer ce genre de conséquences logiques, Darwin est passé par là. Donc, ça tombe mal. Parce que là, il commence à s'agréger une logique où alors, il y a d'autres logiques, hein, évidemment, quand on parle comme je parle, je veux dire, c'est par au sabre, on dit des grosses bêtises, bien sûr. Mais il y a de ça, Il est difficile, ça commence à être difficile de comprendre ce que signifie être allemand au sens moderne, c'est-à-dire en tant que société politique. Il va devoir faire des arbitrages, appliquer des arbitrages, savoir qui est in et qui est out. Ils sont peu gainsbourgiens, les Allemands, enfin bon, ils se posent cette question. Et donc, il est difficile d'y répondre. Alors Bismarck, lui, il est prudent. Hein, c'est la petite Allemagne. Lui, au niveau de l'hubris, on ne peut pas lui faire ce reproche. Mais Bismarck a un défaut, c'est qu'il est mortel. Donc, à partir du moment où il n'est plus là, le pan-germanisme reprend un petit hubris qui ferait bien dans une tragédie grecque. Donc, et la suite va prouver qu'effectivement, la tragédie grecque est en marche. Donc, si être allemand devient une réalité quasi biologique, c'est plus la peine de se poser la question de savoir si les Polonais parlent allemand. C'est hors sujet, c'est hors sujet en fait. Bon, les catholiques ne sont pas protestants. C'est une phrase profonde que je viens de faire. Sont-ils néanmoins allemands? Oui, les Allemands qui s'égarent un peu, mais ils sont quand même allemands, parce qu'ils sont sans allemands. Donc, on doit pouvoir rattraper ces brebis égarées. Mais une partie des Allemands de la Volga qui ne savaient même plus trop parler allemand, en fait, c'est pas très vrai. Enfin, une partie, ils sont allemands, eux. Oui, et ils sont allemands. Mais ils continueront d'avoir cette réponse dans les années 90. Hein un Allemand qui revient du RSS, enfin de Russie, là, à l'époque, de la Fédération de Russie, qui ne sait même plus parler allemand, dans la semaine, il a sa nationalité. Mais quelqu'un qui est de la 4e génération en Allemagne et qui n'est pas de sang allemand, mais qui parle allemand beaucoup mieux que cet allemand de la Volga, est-ce qu'il est allemand? Ben non, c'est le droit du sang. Donc il n'est pas allemand. Il peut apprendre allemand comme il veut. C'est sûr, ça va être plus efficace, mais c'est pas ça qui va le faire devenir allemand. Donc ça continue. Parce que nous savons que les Allemands sont censés avoir tiré toutes les leçons. Mais le droit du sol, ils ont un peu de problème avec ça. Alors, depuis, ils en ont injecté pas mal de doses de droit du sol. C'est-à-dire qu'ils ont des petits problèmes de démographie. S'ils n'injectent pas un petit peu de droit du sol, c'est des bras quand même. Donc voilà, ça commence à devenir compliqué. Donc
il se force, mais vraiment, c'est pas se payer de mots que de dire qu'il se force. Donc, ils se forcent à avoir du droit du sol. Et c'est pas leur truc. Donc depuis, ils en ont injecté un petit peu. Mais jusque dans les années 90, il n'y avait pas une trace de droit du sol chez les Allemands. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire faire nation? Faire nation. Il y a deux manières de considérer les choses. Si on veut faire une société politique, donc avoir prise sur nos institutions, et avoir une capacité, ne serait-ce que limitée, si on n'a pas du bris, et si on ne pense pas qu'on va faire un homme nouveau. Mais enfin, quand même, il y a des décisions à prendre, et il y a des arbitrages à faire, et puis il va falloir les appliquer, etc. Donc, qui est in, qui est out? Une société moderne, elle n'est pas homogène. Alors, ok, j'enfonce des portes ouvertes, excusez-moi, mais tout le monde est bien capable de faire la différence entre unité et homogénéité. D'accord? C'est juste pas la même chose quand même. Une unité nationale, c'est pas une homogénéité essentielle. Nous, on a fait notre unité avec des catholiques et des protestants qui se permettez-moi l'expression, qui se foutaient sur la gueule. En fait. Donc, et le parti des politiques, c'était de dire, écoutez, ok, on va peut-être pas tout compromettre parce qu'on est divisé. On est divisé, mais si on veut sauver les institutions, sauver l'État, c'est-à-dire notre moyen d'action, et ce qui nous garantit notre unité, il va falloir assumer le fait qu'on n'est pas homogène. Précisément pour préserver notre unité. Donc, nous, on a construit une unité politique sur le fait qu'on n'était pas homogène. En plus, en France, c'est bien connu que les régions françaises sont relativement diverses quand même, au niveau justement de leur structure anthropologique, de leur langue originelle, leur dialecte originel, comme on veut, de leur du droit romain, il y a 1000 sources de clivage en France, comme dans n'importe quelle société en réalité. Toute société, aucune société n'est homogène. Il y a des positions sociales différentes, il y a des positions idéologiques différentes, il y a des intérêts différents, il y a des fois des religions différentes, il y a toutes sortes de différences qui ne vont pas ne pas pouvoir s'appliquer dans les conflits politiques et dans les arbitrages publics. On ne va pas pouvoir en faire abstraction éternellement. Donc soit on les assume, soit on dit non, non, il n'y en a pas. On n'a pas besoin de débattre d'ailleurs sur quoi que ce soit. Il faut appliquer quelque chose qui respecte notre homogénéité, y compris dans les décisions. Là, on retrouve notre combat, notre vieille polémique, nation ethnoculturelle ou nation politique, avec donc toutes les illusions opposées qui vont avec. Revenons à nos nazis. Comment ils font? Comment ils procèdent? C'est bien connu en fait. Ils procèdent comme des surréalistes, ou des psychanalystes, ou des trotskistes. C'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup plus de gens qu'on arrive à distinguer comme out que de gens qu'on arrive à distinguer comme in. Même s'ils sont 10, au bout d'un moment, il y a presque 10 divisions. Alors, au début, ça reste relativement limité. Les Slaves ne font pas partie de la nation. Les catholiques, oui, une fois qu'ils arrêteront d'être catholiques. Les juifs, bien sûr que non. Les tziganes, évidemment que non. Mais les communistes, est-ce qu'ils sont allemands? Évidemment que non. Les handicapés mentaux, non.
Mais non à quoi? Non, ils ne sont pas allemands. Il faut se mettre un peu dans la peau de nos chers voisins à cette époque-là. C'est pas juste non, on les accepte pas, ou c'est pas juste l'eugénisme classique. Encore une fois, ils sont sur leur question. Qui est in, en fait? Ils ne sont pas allemands. Parce que être allemand, c'est être arien. C'est-à-dire, c'est se conformer à la loi du sang. Et c'est ne pas corrompre la race. Donc, si ces gens-là sont des handicapés mentaux, c'est parce que c'est certainement du sang mêlé. Ils seraient ariens, c'est-à-dire allemands, mais ils ne seraient pas handicapés mentaux. Donc, quoi qu'on en fasse, bon, finalement, on décidera de les supprimer. Donc, ça rigole pas. Mais on les supprime parce qu'ils ne sont pas allemands. Ils ne sont pas allemands. Mais les communistes, qui parlent relativement bien allemand, et qui sont de parents allemands, mais ce pas des Allemands. Ce ne sont pas des Allemands. Qu'on ne soit pas d'accord avec les communistes, oui. Mais de dire qu'ils ne sont pas allemands, ça commence à devenir un peu problématique. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus beaucoup d'Allemands. En fait, en 1945, donc tout partait en saucisse, et ils continuaient ils n'ont pas eu le temps d'implémenter ces ordres-là. Mais ce qu'ils voulaient faire, c'était de faire en sorte que tous les déviants soient enfermés et éventuellement supprimés. Tous les déviants. Et ils ont la conception de la déviance relativement généreuse, en fait. Hein. Donc, mais tous ces gens-là n'étaient pas allemands. Et ça devient délirant, en fait. Hein. Bon, que les nazis étaient légèrement hystériques et délirants, on le savait, mais je veux dire, au niveau de ce qui nous occupe, de la nation, c'est totalement évident que c'est totalement dysfonctionnel. Totalement dysfonctionnel. Si vous voulez faire nation, vous ne autant il est utopique de vouloir construire un homme nouveau, universel et sans limite, autant il est totalement délirant de vouloir faire nation sur une base homogène. Mais même pas que raciale. Tout le monde a la même pensée, en fait. À l'intérieur, à l'extérieur, le même comportement, le palois et Roumain poule. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et où sont les arbitrages? Et les arbitrages, on a un mec justement qui connaît la loi du sang, il le parle, lui. Donc il n'y a qu'à l'écouter. Et puis essayer de se débrouiller pour appliquer des ordres parce que c'est le bordel. Donc ça c'est la manière. Donc est-ce que c'est un État-nation? Mais je veux dire, ça tombe sous le sens. Voilà, c'est l'exact inverse. Alors peut-être qu'il y a des illusions qui vont avec l'État-nation. Et le contraire d'une erreur, c'est pas la vérité, c'est l'erreur inverse. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'habite pas sur la même planète. C'est pas la même logique symbolique, c'est pas la même logique pratique. Donc, puisqu'on nous explique, mais sur tous les tons, que le trauma nazi a définitivement invalidé le fait que une structure étatique c'était le totalitarisme, que la nation politique, c'était le nationalisme et la guerre, et le nazisme, et que donc il faut accepter comme une marche, c'est très hegelien également en fait, en réalité, la construction européenne et le post-national. En réalité, la raison dans l'histoire, c'est le fait d'accepter que la raison humaine va relier tous ces peuples qui étaient dans l'illusion nationale et qu'ils vont se fondre dans une entité où il n'y aura plus que des règles communes. Et c'est tout. Et donc, il n'y aura plus de guerre,
plus de totalitarisme, même plus de bureaucratie, puisqu'en réalité, il y a beaucoup d'illusions aussi qui vont avec ça. En réalité, comme on le sait, je veux dire, la bureaucratie est exponentielle dans l'espace post-étatique, hein, y compris dans le privé. Hein. Donc ça crée de la bureaucratie à jet continu, mais sur base de reporting et comme ça. Bon, mais donc que ça soit privé ou public, dans l'Union européenne, plus les régions, plus etc., ben, on double, on triple, on quadruple les institutions réputées publiques. Et ça c'est pas un espace peu bureaucratisé. Hein. En tout cas, c'est pas trop ce qu'on remarque. Mais tout ça est censé être tiré des leçons historiques des tensions qui ont vu leur acmé lors du nazisme. Mais pourtant, ça ressemble. En fait, vous savez, c'est comme une répétition freudienne, en fait. On a l'impression qu'ils nous refont les mêmes erreurs en affirmant qu'ils ont compris l'erreur et qu'ils font l'inverse. Alors, bon, je ne suis pas un freudien, mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a de la répétition et que ça semble plutôt rejouer ça semble rejouer les choses même de manière concrète, en fait. Hein. Parce que si on s'interroge sur les conditions de possibilité du nazisme, il n'y a certainement pas que l'État et la nation. Hein. Il y a par exemple, je ne sais pas moi, des choses concrètes, hein, la déflation. La déflation, le parti nazi, il n'avait pas le vent en poupe avant 1930. Il était plutôt en berne, en fait, en chute de vitesse. Qu'est-ce qui lui a redonné, qu'est-ce qu'il a regonflé? Alors, il n'a pas acquis la majorité, vous savez. Hein. Il a été nommé, le mec. Hein. Donc, mais quand même, le parti nazi reprenait de la surface. Et il reprenait la surface pourquoi? Parce que c'était la crise de 29. Et quelle était la réponse à la crise de 29? La déflation. Hein, c'est-à-dire, dans un épisode déflationniste, il rajoutait de la déflation. Donc, chômage de masse, pardon. Chancelier-Browning. Chancelier-Browning, avec les conseils de notre bon docteur Schmitt, qui lui explique comment faire passer des lois, malgré le Parlement, sur la déflation. En fait, hein. Comment implémenter la déflation sur une société allemande qui n'en veut pas? Comme je te dis. Et donc, il y a cette ambiance-là. Et cette ambiance-là redonne des ailes au parti nazi. Donc bon, l'Union européenne, c'est la déflation ad vitam aeternam. C'est la fin des intermédiations politiques sur les dissensions internes. C'est le chômage de masse comme horizon éternel qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'avance, etc., puisqu'il y a des désindustrialisation, etc. Pardon? Le NERU. Le NERU. C'est-à-dire, de toute façon, du chômage, il nous en faut, parce que sinon, ces gens-là vont demander des hausses de salaire, c'est forcé. Donc, une bonne dose de chômage vont leur calmer un peu les hormones. Donc ça ne peut faire que du bien pour l'inflation, parce que l'inflation, c'est grave. La déflation, c'est pas grave. On voit là qu'ils ont tiré les leçons du trauma nazi. La déflation, c'est pas grave, mais l'inflation, c'est grave. Parce que c'est pas l'hyperinflation qui a donné du vent dans les voiles au parti nazi. C'est la déflation. Et les Allemands semblent avoir refoulé leur propre histoire économique. Ils ne retiennent que l'hyperinflation du début des années 20. Ils ne retiennent pas l'épisode déflationniste qui a vu l'arrivée au pouvoir des nazis. C'est marrant. Donc, ils ont la mémoire historique un petit peu bizarre au niveau de l'histoire économique. Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne semble rejouer en permanence. Vous savez, la série Le Prisonnier. Qui est le numéro 1, il s'évade à chaque épisode, le mec. Et puis, qu'est-ce qui lui arrive à la fin de l'épisode? Il se réveille dans le lit.
les Allemands semblent se réveiller en permanence sur la même ligne, en fait, quoi qu'ils fassent. Et la construction européenne, qui est très allemande, semble rejouer tout ce qu'il s'agissait de se débarrasser institutionnellement. Donc il semble... Parce que qu'est-ce qui avait pacifié la société allemande? Qu'est-ce qui avait pacifié les sociétés européennes et même occidentales au sortir de 1945? C'est d'accepter que, au niveau économique et social, l'État s'en mêle un peu, qu'on accepte les classes populaires dans les grands arbitrages, qu'il y ait des compromis à ce niveau-là, que les gens se sentent représentés et qu'il n'y ait pas juste des classes dangereuses à qui on a été complètement dingue, on leur a donné un droit de vote, donc il va falloir faire quelque chose. Et puis, de l'autre côté, des politiques déflationnistes, parce qu'il faut se méfier de l'inflation. Donc c'est OK, mais je veux dire, ça justement, ce sont les années 20 et 30. Mais la fin des années 40, des années 50, des années 60, des années 70, c'est quand on a rangé ce genre de solution un petit peu dans son mouchoir et qu'on a fait des compromis là-dessus. Et alors, vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'était la vision d'après-guerre sur comment ne pas rejouer en permanence les années 30. Et l'Union européenne semble vouloir rejouer en permanence les années 30. Et les Allemands aussi. Donc on n'est pas obligé d'être d'accord. Voilà, donc c'est ma... Je veux dire, ils ont le droit de penser ça, bien sûr. Mais nous, on n'est peut-être pas obligés de penser comme eux. Donc voilà, donc je voulais vous faire des tas de citations pour vous prouver que je ne m'ai pas sorti tous ces lapins de mon chapeau, pour vous prouver que toute la littérature secondaire un petit peu sérieuse sur la question disait ce genre de choses, et sur le fait national, et sur le fait étatique. Donc là, je pense que j'ai largement exposé mon quota, donc je m'arrêterai là. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.